Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Françoise Dolto regrettait que Jacques Lacan n'ait pas produit son autoportrait. C'est un devoir pour les psychanalystes de livrer ce qu'ils peuvent livrer d'eux-mêmes, même si c'est très entaché de narcissisme. D'un narcissisme, comment dire? Tricheur. Je crois que le narcissisme est la force vitale de Dieu en nous, qui ne peut se nier. Mais quelquefois il comporte aussi une part de déguisement pour le miroir de soi, et ça je ne peux pas l'éviter. Ça fait partie de ce que les autres analyseront. Autoportrait d'une psychanalyste, 1934 à 1988. Françoise Dolto entretien avec Alain et Colette Magnier, page 17, ed. Seuil. Collection. 2012. En 1973, Jacques Lacan, dans son unique émission à la télévision, attaquait ainsi. Je dis toujours la vérité, pas toute parce que toute la dire on n'y arrive pas. La dire toute c'est impossible matériellement, les mots y manquent. C'est même par cet impossible que la vérité tient au réel. Autres écrits Jacques Lacan, page 509, édition Seuil 2001. 7. Au lecteur. Christiane Anglais-Mounou. Depuis son premier, unique, violent et bouleversant roman Maison de la colère Gallimard, 1978, avec ce bandeau rouge en lettres majuscules, La mère ennemie. Paul Plouvier a beaucoup écrit, notamment sur la poésie qu'elle enseignait et sur les poètes. Entre autres Les Dieux, suite de poèmes, Revue Création, 1980. La poétique de l'amour d'André Breton, Corty 1982. René Char 10 ans après, L'Harmattan 1998. Rimbaud sous la lumière de Nietzsche, édition. Tête, 1996. Solitudes ordinaires, Nouvelle L'Harmattan, 1998. Poésie et mystique avec J.P. Joshua, L'Harmattan 2000. Établissement des cahiers de jeunesse de Ferdinand Alquier, L'Âge d'homme, 2003. Pierre Thoreil poète, Entre splendeur hellénique et méditation hébraïque du souffle, L'Harmattan, 2010. Paul Pascal, femme sculpteur dans les années 1960 à 1985, édition de la DRAC, 2017. Elle a joué un rôle majeur, avec ses amis universitaires, dans la création et l'ouverture en 1985 d'un département psychanalyse et esthétique à l'université Paul Valéry de Montpellier. Elle a été rédactrice de la revue Dire de 1983 à 1991. À son actif, enseignements, séminaires, conférences, colloques. Elle figure dans le dictionnaire de biographie héroltaise de Pierre Clair paru en 2006. Plouvier, Paul, née en 1934 à Oran, elle passe son enfance dans la région parisienne. Après avoir commencé ses études supérieures de lettres à Montpellier, elle les achève à Paris où elle prépare le concours de l'agrégation. Nommée à Nîmes, elle s'installe enfin à Montpellier où elle a enseigné à l'université Paul Valéry. Le désir de ce livre entretien m'est venu lorsqu'elle m'a dit un jour « Il me reste à écrire sur la sagesse. » J'ai souhaité entendre. 8. De sa bouche le récit d'une femme qui aurait pu dire avec Honoré de Balzac cette phrase qui ne me quitte plus. Je fais partie de l'opposition qui s'appelle la vie. Traduit dans son lexique cela donnerait peut-être des maisons de la colère à celles de la poésie, à celles de la sagesse. Elle n'a pas hésité à accepter. Une histoire hors norme de révolte, de haine, de construction, d'invention et enfin de compassion. Entre amour, haine et humanité, entre autoportrait, voyage et bouddhisme, entre poésie et psychanalyse. Mon hypothèse de travail. La poésie est le passeport de Paul Plouvier, son passeport pour une aristocratie. Je ne croyais pas si bien dire. Quand mon projet a pris corps, 2 années après, j'ai souhaité y associer Jean Godbski rencontré en 2010 au cours des études partagées et ferventes de psychanalyse et esthétique à l'université Paul Valéry. À 50 ans, il est aujourd'hui psychanalyste, psychothérapeute, conférencier, écrivain à Nîmes, passionné par le dernier Lacan et les structures abandonnées. Dans sa nouvelle configuration à 3 personnes, 3 générations, 3 trajectoires, le projet a évolué. Paul a tenu à un partage plus équitable de la parole, à une communauté d'échange avec toutes ses exigences. Pour moi, j'ai continué à privilégier la parole de Paul Plouvier, en lien avec mon passé de consultante d'enquête qualitative à l'Éducation nationale. Nous avons eu 3 entretiens, 26 mai, 6 juin et 4 juillet 2017.
La transcription de tout entretien fait subir à la parole une transformation décisive. L'intonation, la promptitude de la réplique, les rires, le langage du corps, la véhémence ou la légèreté, gestes, mimiques, regards et aussi silence. À quand la possibilité de cette écriture vocale? Comment rendre le grain de la voix qui est, selon le Roland Barthes de 9. La savoureuse dernière page du plaisir du texte, un mixte érotique de timbre et de langage, le grain du gosier, la patine des consonnes, la volupté des voyelles, toute une stéréophonie de la chair profonde, l'articulation du corps, de la langue, non celle du sens, du langage. Les fragments de poèmes de Paul Plouvier, pp. Mis en exergue des chapitres, nous ont semblé préserver la présence du museau humain quand ça granule, ça grésille, ça caresse, ça râpe, ça coupe, ça jouit. 11. 1. La psychanalyse aujourd'hui. Le bijou du désir teinte. Aux racines de la nuit, pp. C'est Christiane J., Jean 26 mai 2017. Paul Plouvier nous reçoit en robe d'été souriante. Installés tous les trois dans les fauteuils en cuir beige avec le parc devant nous, sous nos yeux, presque à nos pieds. On ne voit pas les mêmes choses. C'est vraiment beau, vous êtes presque dans le parc. Paul Plouvier. Oui, c'est l'impression que ça donne, je suis dans le parc avec les pollens, les feuilles mortes, les araignées, rire. C'est vraiment très agréable, je suis venu souvent et je ne l'avais pas remarqué. Selon que l'on a le regard tourné vers l'intérieur ou vers l'extérieur, on ne voit pas les mêmes choses. 12. La croyance, je dirais presque dans laquelle je me trouve face à la psychanalyse. J. Aujourd'hui, vous Paul Plouvier, votre vie, votre horizon entre psychanalyse et poésie? Là où on est n'est qu'un point de passage de ce qui a été un départ plus ou moins difficile, à un horizon, qui se présente. J'évoque la vie, ma vie, comme un parcours, que je ne dirige pas totalement d'ailleurs, plutôt que comme des points d'arrêt. Mais après tout, nous aujourd'hui, entre psychanalystes, on peut en parler. Vous savez, je ne suis pas une théoricienne, je n'ai pas un dogme analytique, pas du tout. Pour moi, la psychanalyse, c'est plutôt un éclairage sous lequel je me tiens. Je regarde ce qui se passe à travers une expérience tout à fait personnelle. Je n'ai pas du tout la prétention de théoriser quoi que ce soit. Je témoigne seulement de la croyance dans laquelle je me trouve face à la psychanalyse. J'en témoigne dans la mesure où je me passe au crible de la psychanalyse, et j'en témoigne dans la mesure où je reçois des patients parfois avec humilité. Je ne suis jamais sûre d'être une psychanalyste. Vous savez, souvent j'ai des collègues, on est de deux sortes, ceux qui disent « je suis psychanalyste » et ceux qui à la question « que faites-vous » répondent « je pratique l'analyse ». Mais je n'ai pas de dogme analytique, je n'ai que des expériences. La poésie, c'est une naissance de parole. J'ai envie de vous couper, vous avez le sens de la coupure, je vous appelais Attila. Je lisais Solitudes ordinaires, ces nouvelles que vous avez publiées en 1998, Salas Tétier évoque dans la préface la minutie archaïque et 13. Tremblée mais décisive d'un couteau d'obsidienne. À propos de votre tracé, j'ai adoré ça, rire, j'ai retrouvé Attila. Vous avez un sens de la coupure. La coupure comme mouvement de vie et de liberté, qui fait la psychanalyse. Cette coupure était pour Freud la visée de l'acte analytique. Oui, je l'espère. Si vous me demandez ma méthode, c'est un art de l'écoute qui est en relation avec la poésie. Je maintiendrai toujours que ce qui me permet d'être psychanalyste, c'est tout ce que j'ai vécu, travaillé, écouté en poésie. La poésie est quelque chose, comme une naissance de parole, on ne peut pas la réduire en racontant. Prenons par exemple Baudelaire. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse. Soulevant, balançant le feston et l'ourlet. L'histoire, une femme qui passe, etc. Ce n'est rien. Mais si vous vous placez dans la jouissance de la langue, dans les innombrables échos qu'elle soulève en vous. Par exemple, pour moi ce sera fastueuse, ce terme c'est une image, ça peut renvoyer du côté de Manet, du côté de Gainsborough, ces femmes qui retiennent la soie de leur robe. C'est aussi les Euménides, la main des Euménides, la chance. Chacun selon son accroche signifiante première, dirait un lacanien, peut y trouver la résonance qui le ramène à ce signifiant premier à jamais caché mais d'où partent tous les autres. La poésie vous amène à entendre la langue dans sa jouissance propre, selon celui qui la reçoit.
Si vous voulez, il faut être deux toujours, même trois. Il y a le poème, il y a celui qui l'a écrit et puis il y a celui qui écoute. En psychanalyse, c'est un peu la même chose. Il y a celui qui parle sur le divan, celui qui écoute, et entre eux ces univers de symboles à travers lesquels on arrive, je ne dis pas à se rejoindre mais à se croiser. Je ne crois pas qu'on se rejoigne en psychanalyse, je crois qu'on se croise, ce n'est pas pareil, un croisement naît. 14. Jamais définitif, c'est tout et c'est rien, c'est un point, c'est ponctuel. C'est un point qui peut vous donner la vie, c'est un point qui peut vous donner la mort. Mais rien ne s'arrête, rien ne se fige. Voilà pourquoi il m'est difficile de parler de psychanalyse, je ne peux que témoigner de la façon dont je pratique, dont j'écoute, moi n'écoute pas. Quand je suis là, quand un patient entre, il me faut toujours un petit SAS pour sortir de moi-même tous mes enquiquinements, mon chat, mon percepteur, mon frigidaire, tout ce que vous voulez, l'achat d'une robe, d'un bijou, d'un livre, il me faut un SAS. Est-ce que c'est donné à tous les analystes, je ne sais pas. Un SAS à l'intérieur duquel moi, s'évacue. J'écoute comme on écoute de la musique, j'écoute moins une histoire qu'une résonance, le patient parle, tout à coup il y a un mot je ne sais pas, le ton de sa voix, le phrasé, la mélodie disent quelque chose sur lequel je m'arrête. C'est peut-être là où je suis Attila, rire. Évidemment alors je coupe, j'arrête, je ne sais pas ce que ce sera lui non plus. Graphique poétique c'est-à-dire lecture du poème, des significations poétiques avec invitation à chacun de trouver son chemin à lui. Avec les étudiants, je communiquais tout le travail sur la langue qu'il fallait posséder pour mieux entendre, comprendre, mais je leur disais, trouvez votre porte d'entrée, chacun a sa porte d'entrée. C'est la même singularité qu'on retrouve sur le divan, la singularité unie. Les générations montantes. Je vais être un peu provocateur. Comment vous verriez ça aujourd'hui? Une illusion? Après des années de pratique. Est-ce qu'on en revient un peu? Non, je ne reviens pas de la psychanalyse en dépit de toutes les attaques dont elle est l'objet. Je n'en reviens pas, parce que je constate que les personnes en ressortent non pas modifiées structurellement mais avec un flot libidinal, un flot. 15. Vital élargi. Je pense beaucoup à André Breton quand il recommande « Ne pas laisser s'embroussailler les chemins du désir ». Quand les gens viennent ici, c'est que leur chemin du désir s'est embroussaillé, parce qu'après tout on peut continuer à souffrir, à avoir des questions taraudantes, l'essentiel c'est que le désir soit là, l'essentiel c'est de se mettre dans un flot de vie au lieu de se mettre en retrait, démobilisé, sans désir d'inventer. La psychanalyse a toujours sa puissance mais le cadre dans lequel Freud avait placé la psychanalyse convenait aux belles névroses comme on dit. Il n'y a plus de belles névroses. Il y a de plus en plus des problèmes de dépersonnalisation, d'impossibilité d'être sujet. Les jeunes, ce n'est pas ma partie, je suis plus à l'aise avec les adultes, mais ce que me disent mes collègues qui travaillent avec des adolescents, c'est l'impossibilité d'appliquer le cadre freudien. Ils me disent la déstructuration. Je vois la psychanalyse comme ayant à continuer à travailler sur elle-même, pour théoriser ce qu'il en est de ces générations montantes à ce moment de l'histoire, à ce moment de la société. Ces moments ne sont pas semblables à ce qui se passait au début du XXe siècle, pas du tout. La psychanalyse est perçue comme un médicament de grand-mère. C'est, ici en plein centre de Montpellier, une jeune psychanalyste Amine a marqué sur sa plaque « Psychanalyste » qu'au bout de 2 années de pratique, elle craignait de faire fuir les patients. Aujourd'hui c'est fait, la plaque est magnifique, on peut y lire « Psychanalyste ». Psychothérapeute. La psychanalyse est sa propre victime, on en a beaucoup parlé, mal parlé, elle est perçue comme un médicament de 16. Grand-mère comme si on disait « Tu as la grippe, fais-toi un grog avec un jus de citron ». L'hypnose, le comportementalisme, une réponse rapide. La psychanalyse, je dirais qu'elle est victime de sa mauvaise réputation et qu'elle est surtout victime de sa propre énigme. Il y a un point dans la psychanalyse dont honnêtement on ne peut pas répondre. Il y a une incertitude qui est donnée dès le départ. On joue à cartes cachées, on ne sait pas ce qui va sortir du jeu et ça c'est insupportable à la technicité d'aujourd'hui. Si on dit « prenez des antibiotiques », ça c'est bien, si on dit « on va vous apprendre à traverser la rue, vous guérir de votre phobie en 3 ou 4 fois », ça c'est bien, si on dit « vous avez symptômes, on va restructurer tout ça », c'est long, c'est cher, ça fait fuir.
Le psychanalyste a été un temps, il me semble, presque tout-puissant. Puis il a fallu en rabattre. Il y a des médicaments qui marchent très bien. Il y a d'autres approches. La psychanalyse ne peut être contre tout. Ne pensez-vous pas qu'elle gagnerait à entrer dans une alliance ? Elle n'est plus la révolution qu'elle a été. Aujourd'hui, elle doit composer. Oui, certainement, ça dépend ce que vous entendez par composer. Je crois qu'elle doit composer avec les gens qui viennent à elle. C'est ce que j'ai essayé de dire avec le cadre freudien qui ne marche plus auprès des générations montantes. Mais elle ne doit pas composer avec ses propres principes. Ça, je le crois. Ou alors on sort de l'analyse. À mon avis, celui qui avance l'hypnose, son nom m'échappe. C'est François Roustan. 17. Oui. À mon avis, Roustan est sorti de la psychanalyse. Il a le droit, il dit, j'invente autre chose. Pour moi, la question du sujet reste une question totale. C'est ce que vous évoquez des adolescents de la nouvelle génération en France en 2017, me fait penser à Julia Kristeva qui voit la Chine émergente s'ouvrir à la psychanalyse là où elle semble se fermer en Amérique et en Europe. Un certain moment de la société, de la famille, des mœurs ? Le déclin de la fonction paternelle repéré en Europe par Freud, traduit par Lacan en déclin des noms du père ? Peut-être que dans les problèmes de la mondialisation, la Chine, dans sa volonté de rattraper le marché, rattrape, je dirais, nos mœurs. Je prendrai plutôt ce qui se passe en Chine à travers la question du sujet. Pour moi, la question du sujet reste une question totale. Ontologiquement, en raison de mes origines asiatiques, je dirais que le sujet au sens occidental du terme n'est pas d'une totale évidence, mais d'autre part pour le christianisme, à travers le Christ, le sujet est fondamental alors que pour un bouddhiste le sujet n'existe pas. Il n'est qu'illusion du moi. Je suis française, je suis européenne, mais quelque chose de mon expérience généalogique vient... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.